L'art de l'attention nous invite à réveiller nos sens, modifier notre angle, faire bouger les lignes et changer de perspective. La perspective, ce n'est pas qu'une technique de représentation en 2 dimensions sur une surface plane. Ça, c'est la définition du Larousse. C'est aussi une vue d'un endroit déterminé, un aspect sous lequel on envisage une chose ou un ensemble des possibles. La perspective ne serait ainsi pas qu'une manière de voir, mais un voyage intérieur, une façon de capter l'invisible. C'est ce chemin que Richard Peduzzi nous propose d'arpenter au Mobilier National, dans une exposition simplement intitulée « Perspective ». Perspective, ce n'est pas une rétrospective, car Richard Peduzzi est bel et bien vivant, et la manière dont il célèbre les arts décoratifs également. La peinture a été la première passion de Richard Peduzzi, avant qu'il ne devienne scénographe, de Patrice Chéreau sur ses films, pièces de théâtre et opéras, de la fin des années 60 jusqu'au décès du metteur en scène en 2013. Il travailla également avec Luc Bondy à la mise en scène d'expositions et de musées, le musée de l'Opéra, l'histoire du Louvre au Louvre. Il est également designer et créateur de mobilier, architecte d'intérieur. Il explore toutes les autres formes liées à l'art décoratif. Il fut également le directeur pendant une 12aine d'années de l'École nationale des arts déco et pendant 6 ans de la Villa Médicis à Rome. Il nous rappelle combien l'attention, dans toute sa richesse et sa profondeur, est aussi une affaire de point de vue, de présence. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour Richard. Bonjour Fanny. Alors, je vous propose de commencer dans le vif du sujet, l'art de l'attention. Vous qui avez dédié votre vie aux arts décoratifs, j'avais envie de commencer en vous demandant, Richard, est-ce qu'on peut et comment on peut apprendre à voir, à regarder mieux ? Alors ça, c'est toute une histoire. Déjà, je crois qu'on peut commencer avec des émotions quand on est enfant. Quand on est enfant, il y a des gens qui voient, d'autres qui voient moins bien, quoi. Et je pense que les paysages qu'on a autour, les gens, les personnes qui nous entourent, il y a une façon de voir, il y a une façon de regarder. Et tout ce qui suscite de l'émotion, c'est déjà un apprentissage, quoi. C'est un apprentissage du regard. Maintenant, après, plus on avance dans le temps et quand on fait un métier, j'aime pas trop le mot artiste, mais quand on fait de la peinture ou quand on est sculpteur ou même musicien, on aime regarder le monde autour de soi. Et j'ai l'impression que plus on avance dans la vie, plus on avance dans son travail, plus on essaie d'aller au plus loin possible du point qu'on s'est fixé. À ce moment-là, on se dit il y a besoin de comprendre mieux ce que je vois. Et je dois dire que celui qui m'a appris vraiment à regarder, c'est mon professeur de dessin dont je me souviendrai éternellement, qui s'appelait Charles Offray, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'Académie de dessin de la rue Malebranche, une académie préparatoire pour l'école des arts décoratifs. Et bizarrement, c'est un endroit où j'étais moi, où je travaillais pas vraiment pas, où je faisais pas très attention. Je regardais ce qui se passait autour de moi, sans vraiment me concentrer sur mes feuilles de papier à dessin et sur les modèles vivants qui étaient en face de moi. Mais quand je travaillais, c'était plutôt, d'après ce que me disait Offray, c'était plutôt pas mal. Et même un jour, il m'a pris à part, il m'a dit, écoutez, mon cher Peduzzi, avec ce que vous avez dans les mains, vous êtes en train de tout gâcher et c'est vraiment dommage. Et puis on est allé, il m'a dit, venez, je vous invite à déjeuner. On est allé, on s'est promené près du Luxembourg et cet homme-là, tout petit, était devenu vite un géant parce qu'il me montrait la lumière qui courait sur les bâtiments, il me montrait certaines sculptures que j'avais jamais regardées, il me montrait l'architecture de maisons différentes et en même temps qui formaient une harmonie, une vie, une ligne. Et petit à petit, j'ai en travaillant au théâtre, pour le théâtre, avec la peinture, avec mes dessins, tout ça, petit à petit, j'ai l'impression que c'est un véritable travail, quoi, de regarder. Mais c'est un plaisir. C'est un travail et un plaisir. Je passe ma vie, parfois
parfois j'ai les yeux fatigués à la fin de la journée parce que j'ai pas arrêté, mais sans même parfois m'en rendre compte, de regarder, d'observer. Et en même temps, ça marche, le regard, ça marche avec l'écoute. Parce que quand on écoute, c'est le fameux l'œil écoute de Claudel, quoi. Quand on écoute, très bel ouvrage critique. magnifique, oui. Quand on écoute, on regarde, et quand on regarde, on écoute la tête de l'autre en la regardant, quoi. On la voit, on voit les mouvements, on voit les. Je suis fasciné par les visages en ce moment. Je suis fasciné par les visages, par les expressions, je vois tout à l'heure en arrivant à Paris, j'arrive d'Italie où j'étais voir ma fille, en arrivant à Paris, et mon petit-fils, en arrivant à Paris, tout à coup j'ai senti comme ça une sorte d'agressivité chez les gens, une sorte de, je sais pas pourquoi, une sorte de nervosité, et vraiment je les observais, et je voyais sur leur visage pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi tant de tension pour récupérer un bagage et tout ça. Puis j'ai pris une voiture là, et je suis reparti un peu attristé en me disant oh là là, qu'est-ce que c'est dur cette ville, c'est compliqué, voilà. Et en même temps, je regardais par la fenêtre, je trouvais ça beau, parce qu'on est passé là toujours près du Louvre, sur les quais, tout ça, je trouvais ça magnifique, donc je me suis mis à penser à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que regarder, et surtout, ce qui est intéressant dans l'idée du regard, c'est que celui qui est à côté de vous, qui voit la même chose, qui regarde la même chose, pardon, voit pas à tous les coups la même chose, quoi. Voit parfois pas la même chose que vous. Et quand on rencontre quelqu'un et on sait que ce quelqu'un voit pareil, c'est vraiment voit pareil, lit pareil, entend pareil. C'est vraiment formidable. Parce qu'en plus, à ce moment-là, je crois qu'on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, on peut se chamailler, on peut tout ça. Là, parce qu'il y a matière à discuter, parce que le fond, dans le fond, on pense et on voit la même chose. Avec quelqu'un qui on est radicalement opposé dans la pensée, dans les visions, dans la perspective de vie même, il peut rien se passer. Il vaut mieux abandonner, quoi. Avant qu'on revienne à ce thème de l'amitié qui est très important dans votre vie, moi je voulais simplement confier que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce podcast sur l'art de l'attention, parce que je trouvais que les gens voient mais ne regardent plus, n'accordent plus assez d'attention justement aux autres, à la manière dont ils occupent l'espace, et je crois que c'est quelque chose qu'il est important de souligner. Alors avant d'arriver à l'amitié, je voulais passer par ce que vous faites, ce que vous dessinez, ce que vous peignez. Oui. J'ai visité votre exposition au Mobilier National qui se tient jusqu'au 31 décembre 2024, donc Perspective, que je recommande à tous nos auditeurs. C'est une plongée magnifique dans votre univers où là, on part du dessin, justement, qui nous accompagne dès l'entrée de l'exposition. Et puis on arrive tout doucement à des meubles, du mobilier au milieu, et puis en haut on voit les maquettes, puis ça se transforme petit à petit. Alors moi je me demandais justement comment est-ce qu'on passe du dessin, et vous parliez tout à l'heure de l'importance de revenir au dessin. Et d'ailleurs je crois que quand vous êtes arrivé aux Arts Déco, vous avez reconvoqué Charles Offray pour revenir donner des cours de dessin à vos étudiants. Oui, absolument. Réhabiliter l'importance du trait, de la ligne. Parce que enfin, on commence à l'envers là, mais c'est bien parce qu'en fait, quand je suis arrivé, qu'on m'a demandé d'être directeur de l'école des Arts Déco, j'ai d'abord été effaré parce que j'avais raté le concours par distraction, par inattention. Donc justement, quand j'avais, 17, 18 ans, et mon inattention avait fait que j'ai laissé le temps passer en me promenant dans les couloirs, en fumant des cigarettes, en allant voir à gauche, à droite ce qui se passait. Et puis la cloche fatale a sonné et c'était trop tard. J'ai rendu ma copie pratiquement blanche. Donc et après j'ai arrêté cette histoire de vouloir passer les Arts Déco et j'ai commencé à vouloir faire de la peinture tout seul. Mais ça c'était encore une autre paire de manches. Donc qu'est-ce que je vous disais là ? Et vous êtes devenu directeur des Arts Déco. Alors. Plusieurs années après, un soir du mois d'août, je crois, je reçois un appel téléphonique du ministère de la Culture. Et j'étais à Avignon, je venais de terminer les décors pour Hamlet. C'était en 1989, voilà. Les décors pour Hamlet. Et j'entends un des conseillers,
chargé de mission, chargé de je sais pas quoi, de Jacques Lang, le ministre de la Culture de l'époque, qui me dit, écoutez, Richard Peduzzi, on est très attentif à votre travail, ça plaît beaucoup au ministre, enfin tout le truc habituel, ça plaît beaucoup au ministre et tout ça. Et en ce moment, l'actuel directeur des Arts Déco, Michel Tourlière, doit partir à la retraite, mais ça fait déjà 20 ans qu'il est dans l'école, donc c'est bien si... J'étais beaucoup plus jeune à l'époque, c'est bien si on a quelqu'un de plus jeune et quelqu'un comme vous qui a plusieurs cordes à son arc, me dit-il. Les cordes à l'arc, c'était effectivement d'avoir fait des décors de théâtre, d'avoir commencé à dessiner des meubles, d'avoir fait la scénographie, la mise en scène pour des expositions de peinture et de sculpture. Enfin, pour eux, c'était ça. J'étais le candidat qu'il leur fallait pour passer. Et je lui dis, mais enfin, vous savez, moi, j'ai envie d'être tranquille. Je n'ai pas envie de me mettre quelque chose comme ça sur les reins. C'est dur. Et puis apprendre à des gens et tout ça, c'est encore plus dur. C'est vraiment. Le type me dit, non, mais vraiment réfléchissez, tout ça. Et en même temps qu'il me parlait, je réfléchissais qu'à Nanterre, quand Patrice était Chéreau était directeur du théâtre des Amandiers, j'avais eu dans la tête de créer une école d'art. Je dis pas d'art décoratif. Vous me parlez beaucoup d'art décoratif, mais moi, avant tout, c'est de lier l'art et ce qu'on appelle le décoratif, quoi. Que le décoratif reprenne des lettres de noblesse qui ne sont pas décoratives, si vous voulez. Que ce soit quelque chose qui fasse partie du sens, de l'émotion, de la construction, du rêve aussi. Et après, j'ai effectivement rencontré dans les livres ou dans la vie des grands artistes et décorateurs comme Carlo Scarpa ou comme Gio Ponti en Italie ou Jean-Michel Franck ou Pierre Charot ici, qui sont d'immenses artistes précurseurs, à mon avis même, qui annoncent le passage du temps et qui sont un peu des messagers des époques à venir. Et alors, et donc aux Arts Déco, vous avez réhabilité le dessin. Parce qu'en arrivant, je me suis aperçu qu'il y avait dans cette école d'art décoratif, d'ailleurs, qu'il y avait un bazar absolument terrible, que les gens parlaient pendant les cours. Moi, j'étais habitué aux répétitions de théâtre avec Chéreau et tout ça, où personne ne mouftait, personne ne disait rien d'autre que d'être attentif et de travailler, de répéter. Et là, je voyais que les fenêtres étaient ouvertes, il y avait du bruit dans la rue, que les cartons à dessin, tout ça était empilé. Voilà, il y avait un espèce de truc. Et puis les cours de dessin, surtout, étaient pratiquement désertés. Et les gens qui enseignaient le dessin, c'était surtout des professeurs de sciences humaines. Donc ils parlaient surtout du dessin. Ils en parlaient, et tout le monde parlait du dessin, mais je voyais pas de dessin, moi. Et à un moment donné, je me suis dit, au fond, une école d'art où il n'y a pas de dessin, pour moi, c'est pas une école. Mais bizarrement, il semblerait que dans les écoles d'art, il y ait eu pendant toute une période de moins en moins de dessins. Et même, c'était en option, le dessin. Là, ça m'a rendu très, très, très perplexe et vraiment, je trouve ça pas bien du tout. Donc, j'en reviens au frais. Je voyais que il y avait je sais pas, plusieurs professeurs de dessin, 5, 6, mais que je voyais pas de dessin. Et donc, je me suis dit, au fond, il n'y a qu'un truc à faire, je vais appeler Auffray, parce que j'avais gardé des relations avec lui. Je vais appeler Auffray et je vais lui proposer carrément de venir être professeur de dessin ici, dans cette école, pendant le temps où j'y serai. Et effectivement, je l'ai appelé. Le fait que je sois nommé directeur, ça l'a fait rire, parce il connaissait l'histoire du concours où j'avais été refoulé par inattention et par je sais pas quoi. Et je le rencontre à Paris, je lui parle de tout ça, et finalement ça l'intéresse et ça l'amuse beaucoup. Et il accepte. Et je me souviens de la tête des autres professeurs le jour où il est venu, il y a eu un conseil de trucs, il y a un conseil d'établissement, tout ça, je l'ai présenté, mais les autres qui lui faisaient la gueule, les professeurs de dessin. Et puis très très vite, ses cours étaient pleins, quoi. Des jeunes gens qui avaient l'habitude de manier les ordinateurs et de faire tout ça et de travailler qu'avec ça, mais tout à coup non. Ils avaient vu quelqu'un de très, j'aime pas le mot pédagogique, mais enfin vraiment qui leur apprenait à travailler, qui leur apprenait
ce qu'était que la lumière, ce qu'était qu'un point qui partait d'un point à un autre point, ce que ça voulait dire une ligne, comment ça voulait dire des volumes, ce que ça voulait dire les clairs-obscurs, tout ça. Et là, c'est quand même... je comprenais pourquoi il m'avait éduqué le regard. Quand je le voyais des années après parler de ça à des très jeunes générations, je me suis dit, au fond, c'est lui qui m'a mis le doigt sur comment on doit regarder, quoi. Et puis effectivement, c'est vrai, il a eu un grand succès. Puis l'âge de la retraite est arrivé. Il est parti à la retraite et moi, je suis parti à la Villa Médicis. Donc, et puis après, il a été malade. Voilà. Alors pour venir à vos dessins, parce qu'on va commencer par là, hein, et dans l'exposition, c'est un peu ce qui nous accueille. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand j'y étais, il y avait de très jeunes gens, je ne sais pas si c'était étudiants ou lycéens, assis par terre qui dessinaient. Alors ça, c'est formidable. L'idée est formidable. Mais il se passe un peu ce qui s'est passé avec Offray. Quand je voyais les dessins, c'est pas que je sois contre la maladresse, parce que je trouve que c'est dans les maladresses parfois qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Mais je voyais à quel point c'était gauche comme dessin, quoi. Ils avaient du mal à déséquilibrer, gauche, un peu disproportionné, un peu voilà. Et je me disais au fond, il y a un nouveau retour au dessin. Mais comment ça va se passer? Comment on va leur apprendre ça? Comment est-ce qu'on ne peut pas le faire seulement qu'avec l'émotion, sans technique au départ? Il faut un minimum de savoir, quoi, un minimum de connaissances. Voilà, c'est une question que je me pose et que je vais poser dans ces soirées de rencontres au Mobilier National la semaine prochaine, le 20 novembre. Le 20 et le 27, je crois. 27 novembre et 11 décembre. Voilà. Et on peut réserver sur le site internet. On peut réserver, il faut y aller, on peut réserver, voilà. Je pense que ça devrait être intéressant parce qu'il y a beaucoup de très jeunes gens, puis des moins jeunes et tout ça qui ont envie d'en parler, de discuter du dessin, de la perspective, du regard, de tout ce qu'on vient de dire en ce moment un peu, quoi. J'aime l'idée que le regard, ça s'éduque, en fait, ça s'apprend. Il faut des bases, il faut de la technique. Mais en tout cas, donc pour commencer avec vos dessins, moi, je dois avouer, je suis tombée dans votre univers. J'ai été fascinée par ces dessins. Je me suis demandé aussi comment est-ce qu'on passe du tout petit, parce que vous dessinez sans cesse. Parfois, vous reprenez des dessins que vous avez commencé. Alors bizarrement, les dessins que vous avez vus, c'est des dessins de paysages, c'est des dessins d'architecture, de paysages, d'objets, de choses comme ça. Et ça, je dois dire que c'est pas Offray qui m'a appris à faire ça, qui m'a appris à dessiner. Je crois que c'est plutôt Patrice Chéreau avec les décors, avec la scène, avec le théâtre. À un moment donné, je me suis senti obligé, viscéralement obligé, j'avais besoin de ça, de connaître les styles, de savoir dessiner une façade, de comprendre les proportions, l'échelle, et tout en ne perdant pas l'œil sur la peinture. Et j'étais fasciné par les petites gravures et les petits dessins de Rembrandt, qui étaient minuscules. Enfin, il y avait des dessins qui faisaient 10 cm par 8 cm, et on avait l'impression d'immensité devant ces chefs-d'œuvre, quoi. Et je me suis dit, au fond, j'aimerais atteindre ça, c'est-à-dire pas Rembrandt, hein, pas du tout, mais j'aimerais atteindre non, c'est un des géants de l'histoire de la peinture, c'est le géant même. Mais j'aimerais faire en sorte que d'une feuille de papier à dessin qui se fasse, je sais pas, A4, comme on dit, tout à coup on puisse l'imaginer, on puisse recevoir une espèce d'immense impression de vide, de hauteur, de verticalité, d'espace, quoi. Et de se dire, au fond, ce tout petit dessin, il pourrait avoir 15 mètres de haut, c'est ça. Enfin, en tout cas, au début où on s'est connus, il y avait beaucoup d'horizontalité dans ces mises en scène, je trouve. Beaucoup d'horizontalité, beaucoup de gens assis ou même allongés. Voilà. Et je trouvais que mettre des éléments verticaux à côté de cette horizontalité, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et puis parfois, j'ai fait le contraire. Avec Hamlet, c'était horizontal, quoi. Horizontal, mais les choses sortaient Avignon, de terre. Très belle en scène, Avignon, ouais, les choses sortaient de terre, et j'avais envie que ce soit comme un personnage allongé par terre qui respirait, l'histoire. Alors que c'était une façade transposée de la Renaissance. Très classique, qui était très classique, que j'avais en même temps gommé de toute
ornementation. Mmh. Mmh. Et justement, le motif de la tour, j'aime bien parce qu'il y a plusieurs motifs qui reviennent souvent chez vous. Le motif de la tour, qu'elle soit rouge ou Oui, autre, oui, oui. inspiré de Vitruve, inspiré de... Oui, qui absolument. revient beaucoup, et c'est le rapport à la verticalité, à Oui. la hauteur. C'est effectivement avec une tour de Vitruve, c'était des tours, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ça avait un nom, c'était des tours d'attaque et de défense, quoi. C'était des tours de guerrières. On ne sait pas d'ailleurs si c'est des tours guerrières, si c'est des tours classiques, de quelle époque elles datent, si c'est des miradors aussi. Oui, c'est des observatoires, des miradors. Elles n'ont pas d'âge, si je veux dire, elles ont tous les âges, quoi. Et elles ont tous les âges. Et vous aimez brouiller les cartes, on ne sait pas bien à quelle époque on est. C'est drôle parce que je suis en train de découvrir très tard, mais en trouvant que c'est un génie, Virginia Woolf, et je vois qu'elle a écrit un roman qui s'appelle Hyperion, je crois, sur lequel, je ne l'ai pas encore lu, hein, j'ai lu la description du truc, le synopsis, dans lequel le personnage traverse des siècles et se transforme en femme. C'est quelque chose qui a l'air tellement... C'est pas Orlando ? C'est Orlando, pardon. Orlando. Oui. Et ça, vous l'avez lu ? Oui. Qui était Vita Sackville-West, hein, son amante, quelque part réincarnée en Orlando, ce personnage. Ça a l'air formidable, cette histoire-là. Ouais. Ça m'avait beaucoup marqué, je l'ai lu il y a une vingtaine d'années. Et ça a l'air très, dans ce que j'ai lu, aperçu comme ça en diagonale, ça a l'air très très actuel, quoi, contemporain. Hein. Absolument. Donc c'est fou. Avec c'est toutes fou. les questions sur le genre. J'ai l'impression, je ne la connais pas assez, mais tout ce que je viens de découvrir là depuis un mois, ça me donne une envie folle. Ça me donne envie d'écrire. Hein. Il y a des gens qui vous donnent envie comme ça d'écrire. Il y en a d'autres pour qui on sent que c'est l'impossibilité totale, qui peuvent vous inspirer, qu'on admire. Mais quelqu'un comme Faulkner, tu te dis jamais, tu te donnes envie d'écrire. Et pourtant, Dieu sait si je l'adore. Dostoïevski non plus. Mais les idées qui traversent l'esprit de Virginia Woolf, je trouve que comment on dit Woolf, comment on veut. En France, on dit voilà, ça, comme certains peintres vous donnent envie de peindre et d'autres, on sent l'impossibilité. Voilà. Moi, c'est en visitant sa maison, Monk's House, en Angleterre, dans le Sussex, que j'ai été frappée parce qu'on avait l'impression qu'elle venait de sortir. Hein. Elle venait de quitter la maison et tout est laissé impeccable. Il y a même son châle sur sa chaise dans sa chambre à elle, la chambre à soi. Elle était belle, en plus, elle avait une tête magnifique. Hein. Puis j'admire beaucoup sa sœur qui était peintre. Justement, Vanessa Bell, et qui vivait pas loin de là, à Charleston House, qui est aussi une maison qu'on peut visiter, hein, et où très art déco, où tout est peint, justement. On a repeint même la cheminée, etc. Elle vivait là avec l'économiste Keynes, qui avait sa chambre, et puis l'amant de son mari. Il y avait, voilà, toute une joyeuse tribu, ce groupe-là. le Bloomsbury Group. Ouais, c'est ça, ouais. C'est passionnant de voir des artistes comme ça qui se rassemblent. Alors, on va arriver justement à l'importance de l'amitié, parce que je crois que c'est quelque chose qui nous traverse tous et qui est très important. C'est très important. La rencontre avec l'autre, avec l'altérité. Vous, ça a été évidemment bien des rencontres, mais je pense à la rencontre avec Patrice Chéreau quand vous étiez encore très jeune. Ah bah oui, ça c'est une rencontre... J'ai l'impression qu'on se connaissait avant de se connaître, quoi. Il s'est passé là un moment extraordinaire de reconnaître l'autre sans le connaître. C'est un peu parce que c'était lui, parce que c'était moi, Montaigne la Boétie. Oui, mais je sais pas, c'était comme ça, là, tout à coup, un matin glauque dans une banlieue sinistre, où j'avais envie de tout sauf de rester là. Je me suis trouvé nez à nez avec un jeune homme qui avait 1 an de moins que moi, quelque chose comme ça. Les cheveux en brosse comme ça, qui est un peu fort à l'époque, qui courait qui avait dormi dans la loge du théâtre, une loge un peu terrible, quoi. C'était où? C'était à Sartrouville. C'était à Sartrouville. Il avait dormi dans la loge du théâtre. Je voyais sur cette scène une espèce d'une machinerie théâtrale, une espèce de chose qui ressemblait à une planche de l'encyclopédie. Un métier à tisser, un moulin à vent et une machine de guerre, tout à la fois, peint dans un espèce d'une laque bleue. Et je me suis dit, mais ça c'est extraordinaire, j'ai envie de... je pourrais peindre, je pourrais faire des décors de théâtre, je n'ai pas dit construire ma peinture à ce moment-là, mais je me disais au fond, c'est ça la peinture, c'est figuratif et à la fois c'est complètement neuf, moderne et tout ça, et c'est maintenant...
Et, et c'est pas peint comme les impressionnistes ou comme c'est vraiment, et c'est pas abstrait. Donc c'est quelque chose qui me plairait. On s'est mis à se parler. Il est arrivé vers moi, il m'a expliqué le décor. On s'est mis à se parler. Et ben voilà, on s'est plus jamais quitté. On a toujours travaillé ensemble avec nos vies, la sienne, la mienne, très différentes en même temps. C'est cette différence, je crois, de vie, d'amis, d'amitié qui a fait qui a forgé une amitié en soi plus forte, plus unique, quoi. C'était en 1967, je crois. C'était décembre 67, ouais, exactement. Donc il y avait Noël. la reconnaissance, l'impression de se reconnaître. Oui, l'impression de se retrouver. Je crois que vous avez une discussion dès le début très intense sur la mort, hein, Oui, sur un ouvrage que vous lisiez. J'avais sous le bras, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un m'en avait parlé, il me l'avait passé, j'avais Antoine Bloyer de Paul Nizan. Et dans cette histoire de Paul Nizan, d'Antoine Bloyer, pardon, il y a le père qui meurt au début, et puis les gens qui viennent rendre visite au père, comme ça, et qui ressortent vite et qui accélèrent le pas quand ils ressortent de la maison. Et Jérôme me voit avec ce livre sous le bras, il me dit ça c'est admirable, il avait ce mot à la bouche à l'époque, c'est admirable. J'ai dit oui, c'est un livre magnifique, et surtout il y a cette histoire avec la mort, on est tous terrifiés par la mort, mais alors c'est tellement bien écrit et décrit là-dedans, ces gens qui partent presque en courant de la maison du mort. Il me dit oui, c'est fascinant, c'est merveilleux, oui, j'avais envie d'en faire une pièce, de le monter, tout ça, voilà. Et on s'est mis à parler de Paul Nizan, et va savoir pourquoi, et d'Antoine Bloyer, va savoir pourquoi on s'est mis à parler de peinture. On s'est mis à parler des primitifs flamands et des primitifs italiens. On s'est mis à parler de son père qui était peintre et qui aimait aussi les primitifs flamands et italiens. Parce qu'il y a un grand lien entre les Flandres et l'Italie. Il y a une grande... je crois même que les Flamands ont beaucoup inspiré les Italiens, les frères Van Eyck et tout ça. Et voilà, on parlait de tout ça. Incroyable. Et puis après, petit à petit, Patrice a dit, bah écoute, je pense que tu feras, j'ose pas le dire, tu feras mieux les décors que moi. Donc moi, je vais m'occuper des acteurs et toi, fais les décors. Et on a continué comme ça pendant 50 ans. Et puis l'amitié, puis vous savez, il y a un moment donné, plus on grandit, pour pas dire on prend de l'âge, parce que j'aime pas ça, parce que mon côté perspective et pas rétrospective et tout le truc, y a plein de gens qui disparaissent autour de nous. Et c'est affolant, quoi. C'est affolant parfois. C'est pour ça que j'aime beaucoup me retrouver avec plein de gens très jeunes. Il ne faut pas croire que tous les jeunes sont bien, hein, non plus. Je ne pense pas à ça du tout. Mais quand on en trouve des biens, c'est vraiment passionnant, quoi. En ce moment, j'en ai rencontré pas mal qui vont être là aux soirées, aux discussions, plus les deux qui travaillent avec moi à l'atelier, plus quand même Anissa et Alizé qui sont quand même très jeunes. Mais non, les jeunes, pour moi, c'est quand même 20 ans, quoi. Dans les 20 ans, entre les 18 et les 22 ans, il se passe quelque chose de neuf en ce moment, je trouve. Ils ne savent pas encore qu'ils sont révoltés, mais je sens qu'ils sont révoltés. Je sens que derrière tout ce qu'on leur fait avaler, il y a quelque chose qu'ils n'avalent pas, quoi. Il y a quelque chose... À un moment donné, Virginia Woolf dit dans son journal, là, non, je lisais même plus les journaux, plus aucun journal, ça m'intéressait plus. Je rentrais chez moi, j'écrivais, j'écoutais de la musique, je voulais plus rien savoir de tout ça, quoi. Mais je crois qu'il questionne notre rapport au monde énormément. Moi, c'est pour ça que je continue à enseigner. J'enseigne depuis 6 ans dans la même école, qui était mon école il y a 20 ans. Il faut continuer, c'est bien. Et là, j'ai pris mes cours la semaine dernière et je dois dire que c'est extrêmement stimulant d'être au contact de cette jeunesse, de ces jeunes. Et je vois bien, alors ils ont 21, 22 ans, ils sont en master, mais je vois bien qu'ils questionnent les choses à la racine. Et moi, je me dis, si j'avais questionné autant les choses à leur âge, ça m'aurait peut-être évité de perdre quelques années sur les chemins de traverse. Oui, mais en même temps, bon. Et en même temps, je ne regrette pas ces chemins de traverse. Moi non plus, tous les trucs que j'ai faits, toutes les bêtises et machin, au fond, je me dis, c'est peut-être tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc peut-être que ça m'a aidé. Sûrement, il y a des choses auxquelles je serais passé à côté de plein de choses si j'avais pas mené une vie un peu décousue à un certain moment de ma vie, quoi. Mais moi, j'aime bien me dire que, pour citer un autre auteur anglais que j'adore, c'est Tolkien, qui écrivait dans une lettre de Gandalf à Frodon, je crois, « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus, et tout ce qui brille n'est pas de l'or. »
Ouais. Tous ceux qui errent sur cette terre ne sont pas perdus. Et j'adore cette Je vais phrase. l'écrire. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Tous ceux qui errent, E2RENT, Oui. ne sont pas perdus. Mais pour revenir au travail, j'avais envie d'évoquer votre première expérience professionnelle parce que on parlait d'errer un petit peu. Non, mais ça, c'était une idée de ma tante que j'aimais beaucoup. Hein. Donc vous êtes monté du Havre à Paris Non, très jeune. je suis monté du Havre à Verneuil-sur-Avre. Oui. Et de Verneuil-sur-Avre où je suis parti parce que mon père avait refait sa vie, parce que je sais pas quoi, tout ça. Ça m'allait pas, puis j'avais envie de Paris, j'avais envie d'autre chose. Et je me suis retrouvé en train de errer à Paris. Alors vraiment là, À Saint-Germain, notamment dans les années 60. à Saint-Germain dans les années 60, d'aller au Chat qui pêche, d'écouter du jazz, de faire des trucs comme ça, tout ce qu'on peut faire, je l'ai fait à ce moment-là. Je souligne au passage, pour nos chers auditeurs, qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir chez Actes Sud, qui est un recueil d'entretiens avec Arnaud Laporte et qui s'appelle Percussion-discussion. Alors moi, ça m'a mis sur la piste. Je me suis dit, percussion-discussion, l'art de la conversation, ça me parle. Et en fait, percussion-discussion, vous m'avez appris que c'est le nom d'une chanson de jazz. Ben, c'est le nom d'un air formidable de Mingus. Qui faisait de Works Progress, je crois, dans un café, le Café Bohemia à New York. Et à un moment donné, il trouve cet air-là que je trouve absolument merveilleux. D'impro ? Oui, une impro complètement. Ouais. Qu'on retrouve sur Spotify, chers auditeurs. Oui, on le trouve là. Ouais, absolument. Percussion-discussion. Percussion-discussion. Donc vous amenez d'errance à Saint-Germain au milieu des années 60. Oui, absolument. Vous vivez chez votre tante qui vous trouve un petit job, un travail. Ouais, elle me trouve un petit job parce elle voyait que l'académie ça marchait plus, que j'y allais pas vraiment, que je venais de rater le concours des arts déco, tout ça. Et elle me dit bon, maintenant tu vas avoir 17 ans, je sais plus quoi, et il faut quand même que tu fasses quelque chose. Et pourtant elle était fine, hein, ma tante, mais elle n'avait pas compris ce truc-là, que faire quelque chose, j'avais pas envie de faire n'importe quoi déjà à ce moment-là. Même si je faisais rien, la perspective de faire quelque chose qui me plaise pas, ça m'allait pas du tout. Et vous aviez d'autres perspectives. Elle trouve des amis comme ça. Il y a un type chez elle est allée dîner chez des gens, je crois, puis elle a rencontré un type qui était un peu un espèce de chef de bureau ou de truc comme ça de ce truc-là qui s'appelait, je sais plus comment, j'ose même plus dire le nom, je sais plus. Pas grave. Qui était là, porte de Versailles, et qui a dit à ma tante, écoutez. Si votre neveu, ça l'intéresse, nous on cherche toujours des jeunes stagiaires et tout. On a une entreprise de maisons préfabriquées et il pourrait me dire dessinateur industriel, je sais pas, quelque chose comme ça. On disait pas designer, c'était dessinateur industriel. Et là, c'était même pas dessinateur industriel parce qu'il fallait refaire la même maison toute la journée avec 3 ou 5 pièces ou 4 pièces. Enfin, c'était en option, une pièce en plus, voilà. Et c'était absolument consternant comme travail, quoi. Il y avait, je voyais je sais pas, il y avait une cinquantaine de personnes dans une pièce à peine plus grande qu'ici, mon atelier, et tête baissée sur des planches à dessin en train de dessiner le même truc. Avec un qui m'avait particulièrement frappé, qui était très gentil d'ailleurs comme ça, qui avait un bon regard et qui avait l'air désespéré, qui fumait cigarette sur cigarette, des gitanes, qui avait les doigts noirs, jaune, noir, un truc, et il chantait toujours nous l'aurons, notre place au soleil. Et ça m'avait tellement effondré que je m'étais dit je peux pas rester là-dedans, il faut vraiment que je me tire, quoi. Je sais pas, tant pis, l'attente, tout ça, je m'en fous, partons. Oui, parce qu'elle m'avait trouvé un appartement où j'habitais seul, à ici les Moulineaux, enfin un truc. Et un après-midi, il y avait une petite cour derrière la porte de la planche à dessin où j'étais. Il y avait une porte, une petite cour dans laquelle il y avait les toilettes, tout ça, et puis une autre porte qui donnait sur la rue. Et je crois que je ne suis pas allé à celle des toilettes, j'ai poussé la porte qui donnait sur la rue, et je suis allé à pied, je me suis enfermé dans Saint-Germain-des-Prés, si j'ose dire, pendant une bonne quinzaine d'années, quoi. Mais j'ai plus voulu jamais entendre parler de trucs comme ça. Puis alors très vite, donc la rencontre avec Patrice Chéreau, vous commencez à faire des décors de théâtre, d'opéra également. Oui, mais on a commencé par le théâtre. Hein. L'opéra, c'est venu après. C'est venu après avec une proposition de
Menotti, quoi, Giancarlo Menotti, qui était à la fois un compositeur, à la fois un compositeur, et qui connaissait le travail de Chéreau parce qu'il avait vu des spectacles à Paris, et qui lui avait proposé de venir faire un Italien à Alger au festival de Spolète en Italie. Donc on est tous allés là-bas, et c'était en 67, je crois. Non, 68, c'était juste après qu'on se soit connus. Et puis après, il y a eu les contes d'Hoffmann à l'opéra de Paris, et puis après, quoi. Il y a eu tout ça. Et puis le cinéma également. Cinéma, théâtre, ouais. J'allais dire, alors nos auditeurs, ils ont certainement vu vos décors, s'ils n'ont pas assisté aux pièces ou aux opéras. Quelques films sur lesquels vous avez travaillé, qu'on a tous vus. Bah oui, si vous voulez carrément que je vous dise, La Reine Margot et tout ça, ouais. La Reine Margot est un film qui m'a beaucoup touché, qui s'appelait Judith Terre-Pauvre, avec Simone Signoret et le fils de Michel Simon, François Simon, qui était vraiment un film extraordinaire sur la chute d'un journal. On n'a pas beaucoup parlé, mais moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment trouvé que c'était un film très très émouvant. Et puis le dernier de Patrice que j'ai vraiment aimé, c'est Intimité. Vous l'avez vu celui-là? Non, Intimité, qui était magnifique et qui se passait en Angleterre. Voilà. Okay, et puis il y avait L'homme blessé, et puis ceux qui même prendront le train. Ceux qui même prendront le train et tout ça. Donc vous voyez, chers auditeurs, vous avez certainement vu, ouais. les travaux de Richard Peduzzi. Mais alors, celui qui, c'est pas La Reine Margot qui m'a le plus fasciné, moi. Mais c'est sans doute le plus populaire, c'est pour ça que je l'évoquais. Bah, il y a ça, et puis La chair de l'orchidée, le premier qu'il a fait. Et lui, il avait horreur d'entendre qu'on lui dise que c'était le plus beau parce que c'était le premier et qu'il voulait avoir une carrière cinématographique, en tout cas aussi importante que celle qu'il avait au théâtre. Et c'est vrai qu'il a une œuvre au cinéma, Patrice, mais enfin, l'œuvre au théâtre et à l'opéra, c'est sur la durée, sur le temps, c'est assez extraordinaire, quoi. En parlant de la durée et du temps, il y a quelque chose qui m'a interpellée, que j'ai découvert pendant l'exposition et puis ensuite dans vos livres, c'est que quand vous avez commencé à travailler sur les décors de Wagner, au fameux festival de Bayreuth, les décors n'ont pas plu. Alors moi je me demande, quand on est artiste, quand on fait des choses, qu'on est vraiment dans la matière, comment on fait quand on fait quelque chose qui ne plaît pas? Puis finalement, quelques années plus tard, le temps vous a donné raison. Ouais, mais le temps, on avait quand même transformé les choses. La première année, il y avait beaucoup de choses ratées, je trouve. En tout cas pour moi, il y avait beaucoup de choses pas finies, ratées. On avait, en l'espace de 8-9 mois, il fallait faire quand même 4 opéras monumentaux. Donc avec des décors très construits, très et là, en travaillant jour et nuit, on n'a pas réussi, même avec la jeunesse, avec tout ça. Puis pour un public très exigeant. Pour un public habitué à autre chose de complètement différent, de complètement Wagnérien. Et puis après, il y a eu je sais pas qui, puis après il y a eu Chéreau avec notre mise en scène. En 76, je crois. Pardon ? 76, il me semble. Ouais, 76, Bayreuth, 74. Les premières années jusqu'en 81 ou 82, où vous étiez acclamé à la fin. Oui, c'était aussi acclamé que décrié au début. Que décrié, ouais. C'est intéressant ça. Comment est-ce qu'on fait quand on déplaît? C'est-à-dire là, je repense à cette discussion de Coltrane avec un critique de John Coltrane, avec un critique de musical, qui lui dit: oh ben dis donc, ça s'est très mal passé pour vous à l'Olympia hier soir. Il était à Paris en tournée et le public n'était pas content. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, il dit: je pense que je crois que le public avait raison. Le public avait raison, il répond, parce je suis pas allé aussi loin que je devais aller. Donc c'était exactement ce qui s'est passé la première année, quoi. Je pense que Pierre Boulez, je pense que Patrice, je pense que moi, on a été pris par le temps. Et qu'on a été pris les conventions par le temps, par la lutte contre les conventions, par tout un tas de choses. C'est un monument, Bayreuth. Voilà. Et on a eu la chance que Wolfgang Wagner ait compris que c'était pas terminé, qu'on était comme ça, qu'on cherchait, qu'on allait probablement trouver autre chose. Il nous a donné la chance. Donner la chance, ça veut dire permis de répéter, de reconstruire des décors, un budget l'année suivante pour améliorer, pour travailler.
À partir de l'année suivante, il commençait à y avoir des pour et des contre notre ring, mais il y avait des pour. Alors que l'année d'avant, il y avait beaucoup de contre, que des contre, sauf un ou deux peut-être. Et puis à la dernière année, c'était absolument délirant, quoi, ces trucs. Et il s'est passé une chose merveilleuse pour moi, cette dernière année-là, c'est que Pierre Boulez m'a demandé m'a dit, si ça t'amuse, viens à côté de moi dans la fosse d'orchestre pour le Crépuscule des Dieux. C'était la dernière soirée qu'on faisait à Bayreuth. Et j'ai vu, il y avait tout l'orchestre en bas, dans la fosse. Les gens étaient tristes et tout, en même temps. Et j'ai vu Boulez, la larme à l'œil, quoi. Boulez, qui est un dur de dur, soi-disant, pas du tout. Super ému de se dire, ça y est, c'est fini, quoi. Cette histoire-là est finie. Donc vous étiez allé aussi loin que vous pouviez aller. Ben là, je pense que eux, oui, moi sûrement pas, parce que quand je pense maintenant au ring, je me dis qu'il y a plein de choses que je ne referais pas pareil aujourd'hui, que je simplifierais, qui seraient moins volumineuses, qui seraient moins significatives comme ça, voilà. Et je pensais, et c'est l'histoire que je dis en ce moment et que vous aurez peut-être vu avec l'exposition, c'est que parfois je reviens sur des dessins, sur des choses que ça m'intéresse beaucoup de voir quel point de vue j'ai maintenant par rapport à il y a des dizaines d'années, il y a 30 ans par exemple. Comment je ferais la forêt du Ring, comment je ferais le Valhalla, peut-être, je sais pas, certaines choses je les ferais pareil, d'autres pas. Voilà, et ça m'intéresse beaucoup de me poser cette question, puis aussi sur les choses qui disparaissent dans la mémoire et qui réapparaissent autrement. Apparition et disparition. C'est mieux aujourd'hui. Hein. Oui, et vous aimez beaucoup convoquer le vide également. Je trouve qu'il y a toujours, je disais tout à l'heure, il y a des motifs qui reviennent comme la tour, mais aussi comme le brouillard, le flou. Les deux derniers dessins de l'exposition en bas à droite, je crois qu'ils sont appelés la ville fantôme et le vaisseau fantôme. C'est le dernier dessin, mais c'est ceux que je préfère là, en bas. Ouais. Moi aussi. Ouais. Je les ai pris en photo. Et il y a ce côté un peu, vous aimez brouiller les pistes, ça on l'a compris, mais et revisiter des choses pour aller vers une essence. Oui, pour que ça revienne. Je sens que ça revient, tu vois. Mais j'aime bien aussi conjuguer, mélanger, juxtaposer, opposer les époques pour en faire une époque, pour en faire un monde, une époque. C'est le truc de Virginia Woolf. Hein. Elle m'a marqué là depuis un mois comme ça, justement avec ses romans où elle fait à travers les siècles une époque, quoi. Une vision du monde, une époque, une vision des choses, des gens, de la vie, quoi. Sur vos scènes aussi, ce que vous évoquez, moi je me pose toujours la question, alors on part du dessin, on l'a compris, on le projette parfois sur 15 mètres de haut. Vous parlez également du rapport... 15 mètres c'est un peu haut, c'est moi qui vous l'ai dit l'autre jour, mais en général, si vous voulez, c'était quand même... À partir du moment où on dépasse les 11 mètres 50, on commence à voir tous les directeurs techniques qui sont affolés, voilà. Alors, on projette d'un dessin 12 mètres, 11 mètres jusqu'à 11-12 mètres. Mais votre rapport au vide, et puis convoquer l'intérieur, l'extérieur, là-bas, c'est dehors. Ah ouais. C'est le titre d'un de vos ouvrages très beau chez Actes Sud que je me suis procuré à la fin de l'expo, avec plein de dessins, de photos, justement. Alors, ça a une histoire, ce là-bas, c'est dehors. Bien sûr, c'est une histoire. Ma mère était à 18 ans, à 19 ans, pour des raisons d'ordre politique, a été emprisonnée. Elle a fait 10 ans de prison à la centrale de Rennes. Et j'ai un souvenir très, très fort, présent, d'une visite, de la première visite que j'ai faite dans cette prison avec ma grand-mère qui m'accompagnait voir sa fille. Et qui, voilà. Et de ma mère, je comprenais pas bien ce qui se passait. Elle était là derrière le grillage, je pouvais pas la toucher, pas l'embrasser, tout ça. Je lui dis, en partant, je lui dis, mais quand est-ce qu'on se revoit? Et elle me dit, on se verra là-bas. Et je lui dis, mais où là-bas? C'est quoi là-bas? Ça veut dire quoi? Non, là-bas c'est dehors, elle me dit. Bon, et je me souviens de ce mot. J'y pense pas tous les jours, mais je l'ai là, quoi, dans le cœur ou dans la mémoire. Et beaucoup d'années après, quand on a fait la dispute de Marivaux avec Patrice, on s'est promené à la fin du spectacle avec des amis. On s'est promené devant le décor absolument désert, quoi, avec une lumière de service. Et il y a une petite fille, j'ose à peine dire qui c'est, c'était la petite fille de Jacques Lacan, qui
qui me dit mais là-bas c'est dehors, en montrant la forêt. Voilà. Donc pour moi, ce là-bas c'est dehors, c'est devenu le livre, quoi. Là-bas c'est dehors. Et convoquer l'extérieur à l'intérieur, parce qu'une Ouais. scène, c'est une cage, finalement. Ben, c'est la cage de scène que je dis toujours, et c'est sur la cage de scène qu'on fabrique qu'on imagine qu'on fabrique toutes les évasions possibles. Donc, au fond, pas de hasard. Le théâtre et les évasions, c'est quand même quelque chose qui m'était un peu destiné, je me dis, destiné. Alors, Richard Peduzzi, dans l'exposition, je l'ai vu aussi comme une exploration, une célébration des arts décoratifs. Mais il y a aussi la place de l'artisan. On parle des arts décoratifs. Alors, Mais il y a une très belle place qui est faite aux artisans. bien sûr. Parce qu'il y a du mobilier, il y a des tapis, des tapisseries aussi. Vous voulez nous parler de cette intelligence de la main? Bien sûr, il y a un moment, si vous voulez, il y a un moment où quand on dessine, quand on peint, on est tout seul. Et puis après, quand il s'agit de dessins ou de peintures qui doivent prendre une forme et être réalisés, comme un décor de théâtre d'ailleurs, comme des meubles, en fer, en bois, je veux dire, la relation avec l'artisan est fondamentale. On peut très bien avoir une très bonne idée et si elle est mal bâtie, mal construite, elle s'effondre, il n'y a plus d'idée. Donc, et moi, je fais très attention à ça. Je fais très attention aux peintres qui travaillent avec moi. Il faut les chercher, hein, c'est pas évident. Aux peintres, aux menuisiers, aux constructeurs de décors, à tous ces gens-là qui sont. Je leur dois beaucoup, quoi. C'est 50, à mon avis, c'est 50-50, quoi. C'est celui qui a l'idée, qui donne le truc, et après, eux, ils ont l'idée, une autre idée qui n'est pas du savoir-faire, mais du savoir. J'aime pas le mot savoir-faire parce que ça semble un truc. Bon, je te le fais comme ça et tout ça. Non. C'est des gens qui, à chaque fois, je vois là, les ébénistes qui ont travaillé avec moi pour l'exposition, le ferronnier, celui qui a fait les lumières avec moi, tout ça. Non, ils cherchent quelque chose de neuf, quoi. Ils cherchent quelque chose de neuf. Comment aller à l'essentiel. Comment arriver à vaincre des formes, à trouver le moyen de rendre possible des choses qui semblent impossibles. Relever des défis techniques de la matière, posés par la matière. Du bois, du fer. Je pense à l'affiche de l'exposition d'ailleurs où on voit votre fameux fauteuil, le rocking chair. En fer, oui, ça c'est une prouesse du ferronnier. Qui était initialement en bois. Le premier était en bois 20 ans avant, je l'avais fait. Et puis j'ai eu envie de le faire fabriquer en fer. Et j'ai eu plusieurs expériences où ça a raté, plusieurs autres ferronniers, où ça a raté complètement. Et j'ai rencontré celui-là, qui a fait son apprentissage au Maroc, qui est un Marocain, et qui a travaillé dans une grande ferronnerie d'art à Lyon. Et quelqu'un m'a présenté son travail. Je me suis dit, je vais essayer le rocking chair avec lui, parce qu'il est tellement fort, le type. Et il en a raté 2. Et puis le troisième, il l'a réussi, c'est-à-dire que c'est une plaque de tôle d'1 centimètre d'épaisseur, c'est très dur, à tourner en un seul morceau, comme ça, à la main, avec je ne sais pas quel secret, quoi. Voilà. Et c'est la pièce qui nous accueille à l'exposition. Donc ça, c'est pas du savoir-faire, c'est vraiment un grand savoir, quoi. C'est la pièce qui vous dit, allez, venez, regardez. Ouais, c'est la première chose qu'on voit quand on entre dans l'exposition. Presque sur un piédestal en haut des marches. Oui. C'est amusant d'ailleurs comme c'est présenté tout ça. Et j'ai travaillé avec ma fille Antonine qui m'a fait aller plus loin dans la scénographie, je pense. Elle est architecte, designer, elle vit à Rome, elle fait aussi des vêtements et elle a un sens de l'espace assez miraculeux. Voilà. Et je crois que c'est une exposition qui est toujours en mouvement parce que certains dessins, on a l'impression que vous venez de les accrocher hier encore. Mais c'est ce que je fais. Mais demain, peut-être je vais aller en mettre un parce que je suis en train d'en terminer un, je vais aller le mettre. Et vous savez, moi, ce que j'ai, si les décors de théâtre, parfois il n'y a pas de personnage dedans, c'est parce que je me dis que le décor lui-même est une personne, quoi. Il y a quelque chose qui vit dans des fenêtres, il y a des yeux, dans une porte, il peut y avoir un nez, une bouche. Et quand ça bouge, ou un ventre qui respire. Et quand ça bouge sur le plateau, c'est un homme qui marche. Enfin, voilà. J'adore l'idée de cette exposition en mouvement. Donc, chers auditeurs, si vous vous rendez au Mobilier National avant le 31 décembre, vous avez de grandes chances de tomber sur Richard Peduzzi qui vient très, très souvent accrocher un dessin. En enlever un autre.
Et vous dessinez d'ailleurs sans cesse sur plein de supports, je crois. Bon, c'est devenu ça. J'en ai besoin. Vous avez dessiné ce matin dans l'avion, Bah évidemment. en rentrant de Rome, sur le sac à vomi? Il n'y avait pas de sac à vomi, alors j'ai trouvé dessiné sur un carnet à moi. Ah bon, c'était absorbant quand même. Ouais, j'avais une page, je l'ai déchirée, j'ai fait des trucs, mais rien de vraiment. Mais j'avais l'idée de dessiner tout le temps. J'ai radoté en dessinant, ça arrive. C'est toujours le même dessin, un peu, et à un moment donné. Et puis c'est pas vrai parce que le même dessin, petit à petit, exactement le même, il se transforme, comme si le temps faisait quelque chose de neuf et de nouveau. Mais comme en jazz en fait, c'est un peu de l'impro. Oui, absolument. C'est un peu du scat de jazz. Alors moi, mon avant-dernière question, c'est, mais je crois qu'on l'a compris tout au long de notre conversation, c'est comment vous vous nourrissez, vous? Comment vous nourrissez votre inspiration, votre travail? Alors on l'a compris, vous êtes un grand lecteur. Là, vous citiez Virginia Woolf. Oui, j'aime beaucoup la lecture, mais j'aime bien la musique et j'aime bien le jazz. Vous savez, ce que j'aime par-dessus tout, c'est marcher dans la rue, en fait. C'est marcher dans la rue, c'est regarder autour de moi. C'est la chanson de Brassens, Les Passantes. C'est-à-dire de croiser des gens, tout à coup on se dit tiens, celui-là j'aimerais bien le connaître, celle-là j'aimerais bien la connaître, et puis on ne les reverra plus jamais. Et c'est une chose qui me fascine. Ça, c'est l'attention au monde, l'attention au monde. Oui, j'adore autour marcher de dans soi. les rues, découvrir, voir des nouvelles façades. Dès que je rentre parfois dans des cours où j'aperçois une porte entrouverte avec un jardin, la rue des Martyrs, ou des choses comme ça. Ouais. Parce que Richard Fédidier et moi, on est voisins. On habite à 6 minutes à pied l'un de l'autre. Et puis il y a Charles Dulin qui nous relie tous les deux. Charles Dulin, moi j'habite dans l'appartement où Charles Dulin avait habité. Donc ça c'est tout un programme. Donc le théâtre, le jazz, Coltrane, notamment, pour n'en citer qu'un, mais parmi Eric d'autres. Dolphy, Coltrane, Roland Chet Kirk, Baker. le Chet Baker à Paris. Moi, je vous confiais que mon album préféré de tous les temps, je crois que c'est Chet Baker à Paris. On me l'a offert quand j'avais 17 ans et il a changé ma vie. Paris, ouais. Je connais chaque accord. Si j'entends d'autres versions, je suis capable de les distinguer, alors que je ne suis pas du tout musicienne. Mais Chet à Paris... c'est un grand musicien. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois au Chat qui pêche. Quelle chance. Rue de la Huchette, ouais. Non, avec des grands musiciens, des jeunes types comme ça, très très forts qui venaient. Ils arrivaient là vers minuit, 1h du matin, et ils continuent jusqu'à 4-5 heures du matin. C'était une autre époque. Hein. Vous m'aviez confié une anecdote sur Je l'ai déjà joué demain. C'était qui ça? C'est Charlie Parker. Ouais. Non, mais ça c'était à New York, dans un studio d'enregistrement. Et je crois qu'il y avait... non, je suis sûr qu'il y avait Miles Davis... Et puis 2-3 autres génies comme ça. Et tout à coup, Charlie Parker se met à jouer un solo en trompette tout seul. Les autres sont stupéfaits tellement c'est génial. Et l'autre, au contraire, il jette le saxophone en disant ça, j'ai déjà joué demain. Voilà. Chers auditeurs, vous l'avez compris, je pourrais rester des heures en compagnie de Richard Peduzzi à échanger. J'ai terminé avec ma dernière question et c'est comme une boucle sur notre conversation parce qu'on va revenir à la transmission. Vous étiez directeur de l'école des Arts Déco, de l'école nationale des Arts décoratifs. Vous avez été une douzaine d'années. 12 ans, oui. Directeur de la Villa Médicis également. Longtemps, 6 ans. C'est beau. Et vous avez aménagé des espaces de conversation justement dans la Villa Médicis, je crois. Oui, enfin j'ai essayé, c'est pareil, il y a eu l'époque de Balthus qui lui a apporté comme ça son goût et qui a fait beaucoup d'aménagements. Et puis après son départ, enfin plusieurs années après, ça s'est quand même un peu délabré. Bien qu'il y ait des directeurs comme Bruno Racine qui se soient vraiment occupés plutôt des grands travaux qu'il y avait à faire dans la villa. Mais au niveau simplement de la bibliothèque, de salon des pensionnaires, enfin de l'ensemble intérieur de la villa, j'ai essayé que les gens aient envie de s'y retrouver, que les gens puissent déjeuner ensemble, prendre des cafés. Et donc j'ai dessiné tous les meubles. J'ai dessiné les meubles. Et j'ai refait la bibliothèque. Les éclairages également. Avec tous les éclairages, les luminaires et tout ça. Oui, et invité à la conversation pour que les gens se rencontrent. Bien sûr. S'enrichissent comme on le fait maintenant. Oui, s'enrichissent, parlent ensemble. Alors pour terminer sur la transmission et sur une note positive, Richard Peduzzi. Jamais, vous, hein.
Mais non, mais ma dernière question, c'était sur ça. Vous avez été directeur d'une école, directeur de la Villa Médicis. Et aujourd'hui, par cette exposition, qui n'est pas une rétrospective, mais une perspective. Attention, chers auditeurs, vous êtes tout entier tourné vers la transmission. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en guise de conclusion sur... La transmission, elle est au cœur de mon podcast. On en parle à chaque fois avec chacun de mes invités. J'ai envie de dire que, vous voyez, on va avoir ces séries de discussions là dans les semaines à venir au Mobilier National. Et pour moi, la transmission, c'est pas seulement quelqu'un qui sait, qui a fait une vie, qui sait des choses, qui les transmet. C'est aussi celui qui doit transmettre, doit apprendre. Évidemment que quand je parle avec des gens qui ont 18 ans, pas tous, pas tous les jeunes, c'est comme les vieux. Il y a des ballots, il y a des intelligents, il y a tout. Mais parfois, quand on tombe sur quelqu'un comme ça, qui a 16 ans même, comme ça, et ils peuvent vous apprendre plein de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Une façon de voir, encore une fois, de regarder le monde, de l'observer, d'avoir envie d'y bâtir, d'y trouver d'autres racines. Ce qu'on disait tout à l'heure au début, quoi. Pour moi, la transmission, c'est ça. Et puis, c'est aussi quand même, chez les vieux maîtres, il y a des choses extraordinaires qui se passent, quoi. Je passais tout à l'heure dans la rue et je voyais une affiche de Ribera. Il y a une exposition en ce moment au Petit Palais, c'est ça ? Oui. Au Petit Palais. Et je me disais au fond, mais c'est extraordinaire parce que dans les mouvements de Ribera et tout ça, j'aperçois Francis Bacon. Et ça peut être extrêmement contemporain, que ces gens comme ça du 16e, 17e, 18e siècle, surtout 16e et 15e, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Richard Pelliuzzi, pour cette 3e conversation. On en fait une dizaine. Je vais prendre un abonnement, je crois. Chers auditeurs, comme vous l'avez compris, il y a une série de conversations qui arrivent. Vous trouverez tous les renseignements sur le site du Mobilier National. N'hésitez pas à aller voir cette expo que je vais aller voir et revoir au Gobelin, donc au Mobilier National jusqu'au 31 décembre 2024. Et si vous l'avez raté, eh bien, écoutez, si vous écoutez ce podcast un peu après, vous ne savez pas ce que vous perdez. Non, je plaisante. Vous aurez, je suis sûre, des ouvrages pour y replonger. Puis c'est pas la dernière parce que c'est pas une rétrospective de toute manière. Donc merci infiniment. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Comme toutes les bonnes choses, il se partage, alors n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches. Enfin, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez lui mettre 5 étoiles dans l'appli et un petit commentaire ou m'envoyer un email. J'essaye toujours de répondre. À bientôt au prochain épisode de l'Art de l'attention.